Bonjour tout le monde. Ce cours s'adresse aux étudiants du groupe 6, semestre 2, inscrits en licence d'études fondamentales en sciences économiques et gestion, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (UJDA). On a traité durant les séances précédentes différentes théories, incluant différentes écoles, en commençant par les théories classiques, les théories néoclassiques, et en poursuivant avec les théories modernes. Donc aujourd'hui, c'est une autre séance de notre matière de management 2 qui va s'articuler autour d'une autre école issue des théories modernes, qui est l'école sociologique. L'école sociologique est composée principalement de sociologues, tels que Crozier, Friedberg, comme on va le voir tout à l'heure. Pour Crozier, après avoir considéré l'homme comme une main par l'école classique, puis comme une main et un cœur par l'école des relations humaines, il faut souligner qu'il est avant tout une tête. Chaque acteur tend à tirer profit de son engagement dans l'organisation et garde une marge de liberté. À côté de la structure formelle, il existe un réseau informel de relations créées à l'initiative des acteurs. L'organisation est perçue pour les sociologues comme un ensemble humain structuré dans lequel chaque acteur développe sa propre stratégie pour atteindre les objectifs qui lui sont personnels et qui peuvent être différents de ceux de l'organisation. Avant de traiter l'école sociologique, on va commencer par un petit résumé sur l'école précédente, qui est l'école de la décision. On a traité cette école à travers 5 points, si vous vous rappelez. Premièrement, c'était la décision comme un moyen d'optimisation, à travers lequel on a vu qu'est-ce que l'incertitude, la certitude dans les différentes options qui se présentent au manager ou au personnel concerné. On a vu aussi le risque et son rapport avec la décision. On a vu aussi la situation de choix d'options quand on est en situation de choix et les alternatives possibles qui se présentent afin d'atteindre un objectif fixé dans une organisation. Deuxième élément, on a vu la rationalité limitée et la prise de décision. Donc, on a vu c'était quoi la rationalité absolue dans les organisations et comment on peut passer de la rationalité substantive à une rationalité procédurale qui est régie par des lois. Et aussi, on a vu le troisième élément, les types de processus décisionnels dans l'organisation. Donc, on a vu 4 situations qui se présentent en matière décisionnelle. On a l'approche rationnelle, l'approche plus rationnelle, l'approche de nature plus politique et l'approche du leader. On a vu aussi le modèle qui est très connu en école de la décision, qui est le modèle de la poubelle, qui se fait à travers une anarchie organisée. Et on a vu aussi quelques exemples de ce modèle et comment il est utilisé dans une organisation. Le cinquième point, on a vu le pouvoir et sa relation avec le processus décisionnel, comment le pouvoir peut avoir un poids sur la décision. Donc oui, effectivement, on a vu quand les individus détiennent un certain pouvoir au sein de l'organisation, ils ont quand même, ce sont des acteurs du système, donc ils ont un pouvoir décisionnel. En tant que science qui étudie les groupes humains et leur interaction, la sociologie s'est nécessairement intéressée au fonctionnement des organisations. Les apports sont nombreux, on se limitera ici à la présentation de 3 courants fondamentaux, qui sont l'analyse stratégique, la régulation sociale et l'analyse structurelle. L'analyse stratégique des organisations a été initialement proposée par Crozier et Friedberg dans leur ouvrage L'acteur et le système en 1977. On va traiter l'analyse stratégique des organisations où on va l'expliquer à travers 4 titres qui sont expliquer et agir sur l'organisation, comment ceci se fait, qu'est-ce qu'une approche systémique, le pouvoir, comment il est le fondement de l'action organisée et les différentes sources du pouvoir dans l'organisation. L'analyse stratégique des organisations a pour objectif de comprendre et d'agir sur le fonctionnement des organisations. Cette approche considère une organisation comme un ensemble d'acteurs. Un acteur étant un individu ou un groupe d'individus capables d'action. Il faut retenir que les individus sont le moteur de l'activité sociale et produisent des structures sociales et une démarche en sciences sociales appelée individualisme méthodologique. Cette démarche postule que les individus disposent toujours d'une liberté d'action et agissent pour satisfaire leurs intérêts. Chaque acteur poursuit ses propres objectifs et met en œuvre des stratégies, des actions planifiées.
Les stratégies ne sont pas nécessairement rationnelles vues de l'extérieur, car les individus sont empreints de rationalité limitée, c'est ce qu'on a vu dans l'école de la décision. Les acteurs et leurs stratégies vont se rencontrer et entrer en interaction ou en conflit. Le résultat de ces interactions explique le fonctionnement de l'organisation et en même temps redéfinit les relations entre les acteurs. C'est ce qui est appelé par un processus dynamique. La figure suivante explique l'analyse stratégique des organisations avec ces différents éléments. Donc, on a en gros les acteurs qui sont les individus et les groupes dans une organisation, par exemple, qui vont poursuivre leurs objectifs propres et mettre ainsi en œuvre leur stratégie. Ils vont entrer en interaction, en conflit ou négociation. Donc, c'est ce qui est appelé par le jeu de pouvoir. Par la suite, on a le résultat. Le résultat, c'est le système d'action concret qui représente la structure et le fonctionnement de l'organisation. Et par la suite, on peut revoir à travers la passation aux acteurs, donc une nouvelle négociation à travers différents éléments. Donc là, on va passer à une approche systémique dans l'école sociologique. Le système d'action concret est l'ensemble des relations existantes entre les acteurs et les règles qu'ils se donnent et qui stabilisent pour un temps d'organisation. C'est le système d'action concret qui explique la structure et le fonctionnement quotidien de l'organisation et non pas l'organigramme officiel et les règles et procédures affichées. Il en ressort donc que toute organisation est le produit des stratégies des acteurs. En un mot, les acteurs créent l'organisation ou le système. Pour agir sur l'organisation, pour gérer le changement, il faut donc repérer et comprendre les stratégies des acteurs et observer comment, à un moment donné, se régule le système d'action concret. Crozier et Friedberg adoptent clairement le cadre de la théorie des systèmes en soulignant l'importance de comprendre les relations entre les acteurs et en retenant des schémas de causalité en boucle. Au cœur de l'approche systémique, on trouvera l'étude des relations de pouvoir. Pour l'école sociologique, le pouvoir est le fondement de l'action organisée. La figure suivante montre un petit peu les visions du pouvoir dans une organisation, comment ils sont vus. Donc, comment se déroulent les interactions entre les stratégies? Tout est lié à des jeux de pouvoir, ce qui fait dire à Crozier et Friedberg qu'au fond, le pouvoir est le fondement de l'action organisée. Il s'inspire du politologue Robert Dahl et s'écarte de la vision traditionnelle du pouvoir. Ce n'est pas un attribut qui vient d'un statut ou d'une qualité que l'on possède, mais c'est une relation d'échange qui est déséquilibrée. Agir sur quelqu'un, c'est entrer en relation et négocier avec lui. L'objet de l'échange est la stabilité et la certitude qui offrent les conditions nécessaires à la réalisation des objectifs des différents acteurs. L'analyse stratégique des organisations considère que le pouvoir est échangé contre de la stabilité. Je te donne du pouvoir et j'agirai comme tu le souhaites, mais en contrepartie, j'attends aussi de toi un comportement stable et prévisible qui me permettra de réaliser mes propres objectifs. Autrement dit, les relations de pouvoir sont vues comme le moyen de stabiliser les comportements humains dans une organisation. Donc, il existe ainsi des sources de pouvoir dans l'organisation selon l'école sociologique. Donc, on a le degré de pouvoir d'un acteur est d'autant plus fort qu'il est perçu comme imprévisible et incertain, c'est-à-dire comme susceptible de perturber les stratégies des autres. Maîtriser l'incertitude est donc la source du pouvoir. Dans toute situation organisationnelle, les règles et les procédures ne peuvent jamais tout prescrire, prévoir et anticiper. Donc, il existe toujours une part d'indétermination dans les modalités concrètes de fonctionnement. Donc, une marge de liberté d'action pour les individus. C'est ce que Crozier-Friedberg appelle une zone d'incertitude que les acteurs vont chercher à contrôler si, à l'instant T, une zone d'incertitude contrôlée par un acteur est pertinente, c'est-à-dire est indispensable à d'autres. Cet acteur recevra du pouvoir. Donc, Crozier-Friedberg identifie 4 zones d'incertitude et donc 4 sources du pouvoir qui sont la maîtrise d'un savoir ou d'une compétence particulière, la maîtrise de l'information et de la communication, la maîtrise des règles organisationnelles et la maîtrise des relations entre l'organisation et son environnement. Donc on voit ici déjà une bonne inspiration des autres écoles, telles que l'école de la contingence et aussi l'école des systèmes. Donc chacun des exemples suivants va illustrer les points précédents qui sont les 4 sources du pouvoir dans l'organisation selon l'école sociologique. Pour ce qui est de la maîtrise d'un savoir ou d'une compétence,
Un service de maintenance maîtrise seules les compétences pour réparer les pannes d'une machine ou du réseau informatique. Donc là, on a le pouvoir de l'expert. La maîtrise de l'information et de la communication, on a un responsable dépend de l'information collectée par un subordonné pour prouver de la bonne performance de son service. Ici, le pouvoir est subordonné. La maîtrise des règles organisationnelles, on a un supérieur impose un nouveau règlement, mais ses subordonnés décident de la grève qui consiste à appliquer ce règlement. Cela va ralentir le travail et baisse la productivité. Et par la suite, on a la maîtrise des relations entre l'organisation et son environnement. On a un actionnaire minoritaire qui peut favoriser ou freiner le rapprochement envisagé par la direction avec une autre entreprise dont il est associé minoritaire. Le pouvoir vient ici de la capacité à détenir un capital de relations extérieures, à mobiliser des réseaux d'influence. Cette vision du pouvoir permet de mieux comprendre les situations complexes des relations de pouvoir dans une organisation. Le pouvoir est relatif au contexte et aux personnes indiquées. Donc on a une situation jugée stable et prévisible par les participants ne donnera pas lieu à des jeux de pouvoir. Et on a aussi le pouvoir qui est subjectif, donc le pouvoir d'un acteur dépend de la perception qu'ont les autres acteurs de son comportement. Par exemple, un individu peut obtenir un pouvoir parce qu'il a été perçu à tort par d'autres comme un obstacle possible à la réalisation de leur stratégie. Et on a aussi le pouvoir et peut-être intransitif. Si par exemple A du pouvoir sur B et que B a du pouvoir sur C, rien ne dit que A aura du pouvoir sur C. Donc l'inverse pouvant même se contracter. L'analyse stratégique des organisations conduit à voir l'organisation comme une arène politique où se jouent en permanence des relations de pouvoir. C'est sans doute réducteur de la nature des relations entre individus. Ceux-ci, comme le soutiennent les tenants de la régulation conjointe et de l'analyse culturelle, tel qu'on va le voir dans les prochaines séances, peuvent être animés par une volonté commune de coopérer. On va passer à la théorie de la régulation conjointe ou la régulation sociale qui a été traitée par l'école sociologie. Cette théorie a été proposée par le sociologue Jean-Daniel Rinaud dans son livre Les règles du jeu en 1989 à partir de ses travaux sur les relations professionnelles. La démarche et certains postulats sont proches de ceux de l'analyse stratégique, donc les acteurs dans l'organisation disposent d'une marge de liberté d'action, donc ils sont autonomes, et leur interaction produisent l'organisation. Elle est un construit social. Rinaud s'écarte toutefois de Crozier et Friedberg en refusant la vision d'acteurs, mais uniquement par la recherche de leur intérêt personnel et interagissant autour de relations de pouvoir. Les acteurs sont aussi prêts à négocier et à coopérer autour d'un projet commun et leur interaction débouche sur la production de règles, ce qui suppose négociation, compromis, sans exclure les conflits. Rinaud explique que la règle est un principe organisateur. Elle peut prendre la forme d'une injonction ou d'une interdiction visant à déterminer strictement un comportement, mais elle est plus souvent un guide d'action, donc un étalon qui permet de porter un jugement, un modèle qui oriente l'action. Il a établi deux règles par les acteurs et qui contraignent ou guident leur comportement, sont diverses et multiples. Rinaud les classe en deux catégories, donc les règles de contrôle et les règles autonomes. Pour ce qui est des règles de contrôle, produites par la direction et la hiérarchie, elles visent à ordonner l'organisation, à prescrire les comportements, à limiter les zones de liberté et d'autonomie des individus ou d'un groupe d'individus. Pour ce qui est des règles autonomes produites par les exécutants ou subordonnés, qui leur permettent, en réaction aux règles de contrôle, de s'en protéger et de retrouver de l'autonomie et du pouvoir. On va expliquer la notion de règles dictée par Rinaud dans la régulation conjointe par l'exemple suivant. Le responsable production interdit aux ouvriers de modifier les réglages des machines sur lesquelles ils travaillent, notamment en cas de dysfonctionnement ou de panne, considérant qu'il sera efficace que les régleurs du service de maintenance s'en chargent, règles de contrôle visant davantage de performance. Les ouvriers et les régleurs s'entendent et les seconds forment les premiers pour que certains réglages soient néanmoins réalisés directement par les ouvriers, ce qui fait gagner du temps et facilite le travail de tous. C'est ce qui est appelé par la règle autonome, visant également la performance. Un nouvel embauché devra d'ailleurs se conformer à cette règle sous peine de s'exclure du groupe.
On a donc la coexistence de deux régulations qui s'opposent et qui reflètent un jeu des acteurs entre contrôle et autonomie. Le fonctionnement d'une organisation ne sera compréhensible qu'à l'une de ces régulations, entendue ici au sens de l'activité de production de règles par les acteurs. À noter que Rinaud considère que les règles sont le fait social majeur. Autrement dit, tout individu, dès qu'il s'engage dans une activité sociale ou une organisation, est confronté à la régulation. D'où le fait que la théorie de la régulation conjointe, TRC, est également appelée théorie de la régulation sociale, TRS. Les acteurs ou groupes produisent et rediscutent les règles dans leurs intérêts, mais aussi pour se coordonner dans la réalisation d'un projet commun qui fonde l'organisation. Un compromis peut bien sûr intervenir, ce qui implique une négociation. Pour qu'une nouvelle règle émerge acceptée par chacune des parties, c'est une troisième régulation qui apparaît, la régulation conjointe. Elle n'est pas automatique, elle peut échouer et dans ce cas, chacun campera sur ses positions ou défendra ses positions avec des situations d'évitement, de blocage ou de conflit. L'exemple suivant va suivre l'exemple précédent, mais en donnant plus de régulation conjointe, de cas ou de situations de régulation conjointe. Le premier cas, on a le responsable de production, les ouvriers et le service de maintenance s'accordent pour convenir des conditions qui autoriseront les ouvriers à agir à la place des régleurs. Délai d'attente, type de réglage autorisé, ouvrier habilité, etc. On obtient ici une régulation conjointe. Le deuxième cas, on a les parties ne s'accordent pas et des ouvriers ou des régleurs sont sanctionnés. Les représentants syndicaux s'opposent aux sanctions. La productivité diminue, les primes d'intéressement également. Situation bloquée et conflictuelle qui provoquera peut-être ultérieurement une nouvelle tentative de régulation conjointe. Le troisième cas de régulation conjointe, on a les parties n'entrent pas en négociation ou en conflit parce que le chef d'équipe ferme les yeux sur les pratiques de ses ouvriers, comme il y a la productivité est en hausse, ou elle est bonne, et ne remonte pas à la hiérarchie les pratiques déviantes par rapport aux règles de contrôle. Donc on a ici une situation d'évitement. La figure suivante montre un petit peu les grands éléments ou les grands intervenants dans une organisation à travers l'émergence de la régulation conjointe. On a les directions ou la direction et l'encadrement sur les exécutants et les subordonnés, donc qui se limitent à prescrire et contrôler leur action. Donc en réaction avec les règles et régulations de contrôle et aussi les règles et régulations d'autonomie des subordonnés. Donc on a soit une renégociation ou conflit. Si compromis, on a les règles et régulations conjointes. Donc la théorie de la régulation conjointe s'applique bien aux relations sociales dans l'entreprise, avec la production de conventions collectives, de grilles de qualification et de salaire, qui sont autant de résultats de régulation conjointe. De façon plus large, elle permet d'éclairer la dynamique des organisations sous un nouveau angle. Les conflits sont normaux et même souhaitables car ils reflètent l'existence d'une communauté qui cherche de nouvelles règles du jeu, donc prête à poursuivre l'action collective. La négociation permet de mettre de l'ordre et d'aboutir à de nouvelles règles ou de réinterpréter les règles existantes. On passe au troisième élément étudié par l'école sociologique qui est l'analyse structurelle ou la culture organisationnelle. Le psychologue canadien Elliot Jaques est considéré comme le précurseur de cette approche. C'est dans les années 80 qu'elle suscite un fort intérêt dans le monde des affaires à la faveur de la conjonction de différents facteurs. Contexte de crise économique, réhabilitation du rôle de l'entreprise, perçu comme un des derniers lieux d'épanouissement social des individus, succès des entreprises japonaises à l'époque, expliqué en grande partie par des comportements culturels. Donc la culture d'entreprise s'impose alors comme la nouvelle variable déterminante de la performance à l'époque. La culture met l'accent sur ce qui est partagé par différents individus, sur ce qui fonde le collectif, l'unité et la spécificité d'une organisation, en fin de compte sur ce qui favorise l'action collective. Les définitions sont diverses, mais insistent tous ou toutes sur les valeurs, représentations ou croyances collectivement partagées et qui norment le comportement des individus. C'est la vision intégratrice de la culture qui est mise en avant. Du partage des valeurs découle la cohésion du groupe et l'engagement des membres, ce qui favorise l'action collective
et au final la performance collective. La figure suivante explique la culture comme étant un facteur de performance organisationnelle. Donc la culture est un ensemble de valeurs de représentation partagées qui déterminent des règles, des codes, des normes, de comportements collectifs en cohésion et qui définit une identité collective telle que la reconnaissance et conscience de soi et des autres, permet l'articulation de l'individuel au collectif, donc on a ici l'engagement, qui facilite ou non l'action collective, on a ici une institution de mobilisation, et enfin dans le but de réalisation des objectifs donc, qui conduit à la performance collective. Donc cette vision intégratrice a séduit nombre d'entreprises dans les années 80 et s'est traduite par un véritable effet de mode pour des pratiques de team building, construction d'équipe, destinées à assurer la diffusion d'une bonne culture dans l'entreprise. L'analyse culturelle montre l'importance des valeurs, des croyances, des symboles dans la réussite ou l'échec de l'action collective. Elle nous éloigne d'une vision mécaniste et déshumanisée de l'organisation, mue par des décisions purement techniques, économiques et financières. C'est aussi une autre théorie de la motivation, fondée cette fois sur la dimension collective et non plus individuelle. L'analyse culturelle ne considère pas l'organisation comme un lieu nécessairement conflictuel, mais pouvant conduire à une communauté productrice d'un sens commun. De multiples travaux utiles au management ont été produits, tels que la culture et cohésion d'équipe, gestion des entreprises multiculturelles, culture et gestion du changement, culture et recrutement, gestion culturelle des fusions, etc. Il reste que manager la culture ou par la culture n'est pas si simple, comme le montre le modèle de la culture organisationnelle d'Edgar Schein, qui est un des principaux fondateurs de l'analyse culturelle. Il distingue trois niveaux de culture organisationnelle reliés entre eux et devant être en cohérence. Les croyances fondamentaux de base qui déterminent ce que ressentent et pensent les individus, les valeurs et normes qui découlent des croyances fondamentales et qui vont guider des comportements, et les artefacts qui sont les manifestations concrètes et visibles des valeurs et des normes. Donc on arrive à voir les apports et les limites en général de l'école sociologique. Des apports qui se réfèrent à l'analyse stratégique. Donc on a la relation entre individu et objectif, donc telle qu'elle est dictée par la matière de management, donc par la définition de management. Donc la possibilité pour l'individu de maîtriser une compétence particulière difficilement accessible et transférable. Et aussi la maîtrise de la communication et de l'information en tant que vecteur d'influence, et la maîtrise des zones d'incertitude qui découlent des règles instaurées par l'organisation. Pour ce qui est de la culture, on a la difficulté d'analyse et d'identification des croyances et d'hypothèses de base. La culture est donc difficilement gérable, on est en situation de complexité quant à l'étude de la culture dans une organisation. Comme j'ai spécifié dans la dernière séance, il faut vraiment se contenter à apprendre les grandes lignes de chaque école. Donc, les apports et surtout l'idée générale de l'école. Donc, quand je vous donne une question concernant une école, donc c'est vraiment par rapport à ce que cette école, qu'est-ce qu'elle a apporté ou qu'est-ce qu'elle défend en management des organisations. Donc, le cours d'aujourd'hui arrive à sa fin. Je vous dis à la séance prochaine et merci pour votre attention.